Hello! Comment ça va today? On se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast et aujourd'hui c'est décidé, on ne va pas tourner autour du pot. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes de sommeil? Parce que moi, oui. Et pas qu'un peu. Mon sommeil a toujours été un peu chaotique, mais ces 6 derniers mois, ça s'est clairement aggravé. Je mettais parfois plus de 2 heures à m'endormir, je me réveillais avant mon réveil et je me réveillais systématiquement pour passer aux toilettes. Bref, c'était la cata. J'étais fatiguée, épuisée et ça finissait par impacter un peu tout dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous le tour de la question. Les principales causes des troubles du sommeil, leurs conséquences, les solutions que j'ai testées. Je vais vous dire celles qui ont fonctionné pour moi et celles qui n'ont pas marché du tout. Pour moi, peut-être que ça peut marcher pour vous. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que ça va mieux. J'ai mis plusieurs choses en place ces derniers temps et mon sommeil s'est clairement amélioré. Petit disclaimer pour les nouveaux, je suis étudiante en 5e année de médecine, mais je ne suis pas médecin. Ici, je partage mon expérience et mes solutions, mais ça ne remplace évidemment pas l'avis d'un professionnel. Donc, si vos troubles du sommeil persistent malgré mes explications et mes solutions, surtout n'hésitez pas à aller consulter. Juste avant de commencer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé de micro. Je suis passée du Blue Yeti à un Shure MV7 Plus. Alors je sais jamais si on dit Shure ou Shure. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que le son de ce podcast sera agréable dans vos oreilles. En tout cas, moi j'y ai mis tout mon budget. Donc je l'espère. N'hésitez pas à me dire en DM Insta sur medstudy-8 podcast si vous trouvez que le son a évolué, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, cesse de bavardage et rentrons directement dans le vif du sujet et c'est parti pour un petit tour d'horizon autour du sujet de l'insomnie et de tout ce qui va avec. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous et on commence maintenant. Pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est une insomnie, je vous propose pour commencer une petite définition. L'insomnie est un trouble du sommeil caractérisé par des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou à avoir un sommeil réparateur, malgré des conditions favorables pour dormir. Elle peut se manifester par un endormissement très long, plus de 30 à 60 minutes, des réveils fréquent pendant la nuit, un réveil trop tôt le matin ou un sommeil de mauvaise qualité qui ne permet pas de se sentir reposé. Elle peut être passagère, quelques nuits ou semaines, ou chronique, plus de 3 nuits par semaine pendant au moins 3 mois. Donc voilà, là on a posé les bases, c'est la définition de l'insomnie. Avant de rentrer dans le contexte et dans mes troubles du sommeil, et que je vous explique tout simplement mes difficultés d'endormissement, mon insomnie et tout ça, je vous propose quand même de vous expliquer très brièvement les causes et les conséquences d'un manque de sommeil. Tout d'abord pour les causes. Tout d'abord, le manque de sommeil a comme cause, donc comme origine, 5 grandes notions. Il y a les causes psychologiques, par exemple le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, le surmenage, donc tout ce qui est relié à la sphère psychologique. Deuxièmement, la sphère comportementale, qui comporte par exemple les écrans, la nutrition, l'alimentation comme par exemple le café, l'activité physique, le nombre de siestes que l'on fait dans la journée, enfin bref, tout ce qui se rapporte à notre comportement. Il y a les causes environnementales, la chaleur de la pièce, l'isolation de la maison, la literie, le fait de travailler de nuit ou de jour, en gros tous les facteurs environnementaux potentiels qui peuvent jouer sur notre sommeil. Il y a aussi les causes médicales comme l'apnée du sommeil, les jambes sans repos, les pathologies type thyroïde, la ménopause, les RGO donc les reflux gastro-œsophagiens, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai tendance à dire RGO tout le temps, mais je dis jamais le mot en entier, donc je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et bien sûr, les douleurs chroniques. Donc tout ce qui est de la sphère médicale vous oriente vers un médecin obligatoirement. Donc les conseils que je vais donner ici ne vont pas être suffisants, il vous faut un avis médical. Et puis après, il y a la génétique qui agit aussi sur la façon dont on dort. Il y a des personnes qui sont dans la catégorie gros dormeurs et d'autres personnes dans la catégorie petit dormeur. En moyenne, un adulte a besoin de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Ça, c'est la moyenne. Voilà, c'est la petite info. Les conséquences d'un manque de sommeil sont tout d'abord la fatigue physique et mentale, une sensation d'épuisement, un manque d'énergie, des difficultés de concentration, une attention instable, une mémoire fragile, des difficultés d'apprentissage, une irritabilité et une hypersensibilité émotionnelle, des sauts d'humeur, des sensations d'être à fleur de peau, une baisse de la motivation générale et de la productivité. On a tendance à procrastiner, un déséquilibre hormonal, par exemple une augmentation de la sensation
sensation de faim. On peut être attiré par les aliments gras et sucrés. Ça peut aussi jouer sur les menstruations féminines, bien entendu, parce que les hommes n'ont pas de menstruation, mais vous avez compris. Un impact sur la santé mentale, ça peut accentuer l'anxiété, favoriser la dépression, amplifier les pensées négatives, et ça a des conséquences à long terme, aggravation des douleurs chroniques, augmentation des risques cardiovasculaires, augmentation des risques de troubles métaboliques, par exemple cholestérol, diabète. Voilà, globalement, j'ai fait un petit tour d'horizon. On est parti de la définition, on a vu les causes et les conséquences d'un manque de sommeil. Je tiens à rappeler, bien entendu, que pour les causes psychologiques, donc tout ce qui est anxiété, troubles anxieux et ainsi de suite, il existe un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy. Ce dispositif est valable pour tout adulte, étudiant ou non. Il permet d'obtenir 12 séances gratuites avec un ou une psychologue parmi la liste de psychologues proposés sur le site, donc vous pouvez aller sur le site Mon Soutien Psy, et il existe aussi la même chose pour les étudiants, ça s'appelle Santé Psy étudiant, il me semble, si je ne me mélange pas. Mais que vous soyez étudiant ou non, vous avez le droit à 12 séances gratuites, et si vous êtes étudiant, vous avez le droit de cumuler, en tout cas jusqu'à maintenant, 12 séances gratuites en plus, ce qui fait au total 24 séances par an de psychothérapie, donc ce qui est non négligeable, je le répète souvent, mais je trouve que c'est hyper important d'en avoir conscience. Bon, maintenant que j'ai joué mon rôle d'étudiante en médecine et que j'ai exposé tout un tas de facteurs et tout un tas de causes, de conséquences, que j'ai dit la définition, enfin bref, que j'ai fait mon petit rôle d'étudiante en médecine, je vais revenir à mon vécu, le vécu de Yo-Yo. Oui, parce que je m'appelle Yona, pour ceux qui ne savent pas. Et je vais vous balancer le contexte dans lequel je n'arrivais pas à dormir. Je vous ai dit que pendant 6 mois, j'ai eu des gros troubles du sommeil et ça a commencé à peu près vers juin. Donc juin 2025, gros troubles du sommeil, avec un sentiment d'anxiété à cette époque-là assez intense. Pour revenir rapidement sur mon année, je pense que je vais faire un épisode de podcast bilan 2025, mais là n'est pas le sujet. Pour revenir rapidement sur mon année, j'ai fait un burn-out début 2025, vraiment un très gros burn-out où j'étais dans une sensation de d'épuisement total. Ça a commencé, je dirais, vers fin janvier, début février, et j'ai commencé à être pris en charge, il me semble, vers mars. Et au début, le sommeil, ça allait, et ça s'est tout doucement décliné vers à peu près mai-juin, où là, je mettais plus de 3 heures à m'endormir chaque nuit. Donc c'était assez chiant, on va pas se mentir. 3 heures, c'est long. C'est très très long. Je me réveillais régulièrement la nuit pour aller aux toilettes et j'avais tendance à ne pas réussir à me réveiller le matin. C'est-à-dire que par exemple, mon réveil, admettons, était à 7h, et ben je mettais le snooze, c'est-à-dire que ça rajoutait 10 minutes et ça me réveillait 10 minutes après, donc ça me réveillait à 7h10. Puis je refaisais le snooze à 7h20, enfin bref. À chaque fois, je décalais mon réveil de 10 minutes en 10 minutes en 10 minutes pour finalement me réveiller en retard, arriver en retard ou tout juste à mon stage en n'ayant pas mangé, enfin vraiment en étant juste lavage de dents, lavage de visage, on s'habille et on y va. Donc très très rapide, sauf bien sûr quand j'avais le chien à m'occuper parce que j'ai un chien et donc parfois je dois le promener le matin, parfois c'est mon copain, parfois c'est moi. Bref, quand c'est moi, et ben forcément je me levais pour le chien, mais je me levais vraiment juste pour faire le chien. Je promenais mon chien, je m'habillais, je me lavais les dents et je partais. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal à m'endormir. À ce moment-là, mon ancienne routine, c'était que je regardais la télé souvent le soir, jusqu'au moment où j'allais me coucher. J'ai toujours été me coucher à des heures assez fixes, c'est-à-dire que je ne faisais jamais je vais me coucher à 22h, puis le lendemain à minuit, puis à 1h. Je me couche jamais tard, en règle générale. Je me couche toujours aux alentours de 22h30, 23h maximum. Donc à ce moment-là, comme je vous disais, j'avais une certaine anxiété et j'avais le cerveau qui partait un petit peu dans un milliard de réflexions. C'est-à-dire que je partais d'un point A, j'arrivais à un point B, pour arriver à un point C, puis un point D. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Par exemple, des trucs tout bêtes, je pouvais me dire, bah, est-ce que t'as fait les courses aujourd'hui? Bah non, je crois pas. Attends, il te manque le beurre. Ah oui, c'est vrai, il me manque le beurre. Ah punaise, attends, est-ce que je ferais pas des crêpes? Ah ouais, ça pourrait être grave cool, les crêpes. Ouais, mais j'ai pas de Nutella. Ah putain, j'ai pas de Nutella. Oui, mais attends, mais les crêpes, Fiona, enfin, tu vas grossir. Arrête de manger des crêpes, ça va pas du tout. Oui, parce que j'ai aussi parfois un mauvais rapport avec mon poids. Bref, ça c'est autre chose. Je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast si ça vous intéresse, mais là n'est pas le sujet. Je me disais, ouais, mais arrête de manger des crêpes parce que après tu vas grossir. Mais si tu vas grossir, ah, mais fais plus de sport. Big TCA, vraiment. Alerte TCA. Ah, mais attends, j'ai une idée pour le podcast, je pourrais grave faire ça. Mais en fait, non, je vais pas faire ça. Non, ça me plaît pas trop. Et attends, parce que demain j'ai ça à faire. Et voilà. Bref, vous avez compris, je partais dans tous les sens et je ne m'arrêtais pas. Vous pourrez penser à juste titre que c'était de la charge mentale. Or, avec mon copain, on est vraiment bien organisé pour que la charge mentale soit répartie. C'est pas du tout moi qui fais le ménage H24. Enfin, vraiment, il y a une très très bonne organisation entre nous deux. Chacun a ses tâches, chacun fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est pas vraiment de la charge mentale, c'est vraiment juste de l'anxiété. Enfin, je parle toute seule, je sais pas. J'avais donc un manque de sommeil général, je dormais 5 à 6 heures par nuit, alors que je suis plutôt une grosse dormeuse. Souvent, j'ai besoin de dormir 9
heures par nuit pour être bien. J'avais une énorme appétence pour le gras, une très grande démotivation, une certaine tristesse et ça avait un fort impact sur mes cours. J'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais un manque de motivation accru. J'arrivais pas spécialement à avancer. Je bâclais mes cours, vraiment, je les bâclais, je m'en foutais en fait. J'étais en mode Enfin, je n'arrivais pas à rester concentrée sur un cours, mes yeux se fermaient tout seuls tout le temps. C'était assez pénible à ce moment-là. Je reviens sur le fait que j'ai dit que j'avais un manque de sommeil et que je dormais en règle générale 5 à 6 heures par nuit. Ça peut paraître cohérent pour peut-être plein de personnes. Pour moi, c'est vraiment un enfer. Ça tournait plus aux alentours des 5 heures, mais pour moi, 5 heures par nuit toutes les nuits, c'est un enfer et au bout d'un moment, je n'y arrive plus. Il y a des personnes à qui ça convient, mais moi, pas du tout. Donc voilà, j'étais vraiment dans un état pas fou entre ma routine. Je regardais souvent les écrans, je diminuais pas souvent la lumière. J'allais quand même me coucher à des heures fixes. J'avais beaucoup d'anxiété. Je savais pas comment faire pour arrêter que mon cerveau parte dans plein de réflexions, dans 1 milliard de réflexions. Je savais pas comment faire. Je manquais de sommeil. Le pire pour moi, c'était l'impact sur les cours. Enfin, mettre 3 heures à m'endormir, c'était très chiant. Mais ça me frustrait pas autant. Ce qui me frustrait le plus, c'était que je n'arrivais plus à apprendre en fait. J'avais la concentration d'une huître et c'était vraiment très pénible. Petite précision parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont le penser. Je ne suis pas TDA ni TDAH. C'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc je n'ai pas du tout de trouble de déficit de l'attention, c'est juste que je manquais de sommeil. On peut facilement les confondre, il y a des personnes parfois qui pensent avoir un TDA ou un TDAH parce qu'ils manquent de sommeil alors que non. Donc c'est vraiment important de bien faire la différence entre chaque pathologie, mais vraiment des gros guillemets, mais c'est le mot qui me vient. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'était une insomnie, qu'on a compris les causes, les conséquences et que j'ai expliqué un petit peu mon contexte dans lequel j'étais il y a 6 mois, je vais vous expliquer maintenant les solutions que j'ai essayées. Tout d'abord, je vais commencer par les solutions qui n'ont pas marché, puis je vais finir par les solutions qui ont marché pour moi. Parce que peut-être que les solutions qui n'ont pas marché pour moi peuvent marcher pour vous, mais je préfère faire ça par ordre, par catégorie, je trouve ça plus simple dans ma tête, sinon je vais me perdre. Donc, les solutions qui n'ont pas marché pour moi, mais qui peuvent marcher pour vous. Compter, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont dit de compter. Donc par exemple, de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, de compter simplement. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit de compter de 1 à 10 à chaque fois en oubliant un chiffre. Par exemple, de faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin bref, de faire des choses qui demandent une certaine concentration pour rester focus et épuiser un petit peu le mental. Pareil, on m'a dit de compter les moutons, 1 mouton et 2 moutons et bref, tous ces trucs-là, ça ne marche pas pour moi, vraiment, c'est un enfer parce que je suis très perfectionniste et donc compter les moutons ou compter comme je viens de vous le faire juste avant, si je me trompe une fois, il faut que je recommence à la base. Sinon, je n'arrive pas, je sais pas, je culpabilise, je sais pas comment vous le dire, ça ne marche pas pour moi. Il y a aussi le jeu des lettres ou le jeu des mots. C'est-à-dire que, imaginons, vous prenez le mot lit. Eh bien, il faut que vous trouviez 3 mots qui commencent par chaque lettre du mot lit. Par exemple, vous allez dire lapin, ivoire, tente. Et à chaque fois, il faut que les mots n'aient rien à voir avec le mot précédent. Vous avez pris le mot lit, vous avez dit lapin, ivoire, tente. Vous prenez le mot plante et vous allez dire parasol, lampe, anodin, niche, table et écureuil. Et ainsi de suite. Vous allez prendre un autre mot, puis un autre mot, jusqu'à temps que vous vous endormiez. En fait, à chaque fois, vous devez réfléchir et ça permet, encore une fois, d'épuiser le cerveau. Moi, ça ne marche pas sur moi. On m'a aussi conseillé d'écrire avant de me coucher, d'écrire mes pensées, d'écrire comment j'allais, d'écrire, voilà, comme un petit journal intime, voilà, faire un petit bilan de la journée, les points positifs, les points négatifs, écrire un petit peu tout ce qui se passait. J'ai essayé, sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas sur moi, étant donné que les pensées qui arrivent au moment où je m'endors n'ont rien à voir avec ma journée. La première pensée va peut-être avoir quelque chose en rapport avec ma journée, mais après je vais dévier sur toute autre chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait sur le jour J, quoi. Donc ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi. Cependant, par contre, dès que j'ai une idée, par exemple une idée pour le podcast, une idée pour un réel, n'importe quoi, si je l'ai en me couchant, il faut absolument que je l'écrive parce que sinon là c'est mort. Donc pour moi, écrire ne marche pas. Par contre, écrire les idées des trucs que j'ai envie de faire, là par contre c'est vraiment pertinent parce que sinon je n'arrive pas à m'endormir tant que je n'ai pas l'idée qui est écrite quelque part noir sur blanc et que je sais que je peux m'endormir et que si j'oublie c'est pas grave parce qu'elle est écrite. On m'a aussi proposé de méditer, de faire de la cohérence cardiaque, de faire des étirements. Donc la méditation, les étirements, vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est-à-dire que vous mettez méditation avant de dormir, étirement avant de dormir. C'est des petits étirements de 5-10 minutes. Moi, je n'arrive pas à mettre cette routine en place. Je trouve ça un petit peu trop contraignant quand on est chez quelqu'un. Bon, la méditation, ça peut se faire un petit peu partout, mais les étirements, je sais pas, je me vois mal être dans la chambre chez quelqu'un, hop, commencer à faire mes petits étirements, mes petits allez hop, enfin je sais pas, genre c'est pas quelque chose avec quoi j'avais le feeling
breathing. La cohérence cardiaque, c'est globalement, je crois, des exercices de respiration. Vous pouvez télécharger des applications de cohérence cardiaque sur votre téléphone, il y en a 1 milliard. Pareil, vous pouvez trouver des vidéos YouTube de cohérence cardiaque. Moi, personnellement, ça m'aide la journée quand j'ai des moments de stress et que voilà, ça me permet de me recentrer sur moi, de me recentrer sur ma respiration. Mais par contre, pour dormir, pareil, ça m'énerve. En fait, c'est dès que j'ai quelque chose à faire, ça ne marche pas pour moi, ça m'énerve plus qu'autre chose. On m'a aussi conseillé d'aller faire une petite marche de 5-10 minutes avant de dormir, juste un petit tour de maison, un petit pâté de maison, histoire de. Alors déjà, faut savoir que moi, je suis une grosse trouillarde. Donc le soir, dès qu'il fait nuit, je ne suis pas à l'aise du tout. Donc souvent, là, le soir, avant d'aller se coucher, c'est mon copain qui sort le chien, tout simplement parce que moi, j'ai peur de la nuit, vraiment, j'ai vraiment peur de la nuit. Donc ça ne marche pas pour moi. En fait, j'étais en mode, mais en fait, ça m'angoisse plus qu'autre chose, donc vraiment pas du tout, en fait. Peut-être l'été, quand il fait encore jour, ça peut être sympa, mais enfin, souvent, t'es en pyjama. Ça demande toute une logistique, je trouve. T'es en pyjama, t'es là, t'es tranquille, t'es posé, là, faut que tu mettes un jogging, faut que tu mettes un manteau pour aller marcher. Personnellement, je trouve pas ça très pertinent. On m'a aussi conseillé d'arrêter les écrans très tôt. Et personnellement, c'est pas le choix que j'ai fait. Vous allez vous dire, c'est pas super bien, Yo-Yo. Alors oui, c'est pas super bien, mais j'ai essayé de trouver un équilibre, un truc qui me plaît. Parce qu'en fait, arrêter les écrans à 21h, c'est bien, mais moi, j'adore regarder ma petite série le soir, c'est hyper réconfortant. Je trouve ça génial, ça me met du baume au cœur. Et j'ai pas envie d'arrêter ce rituel juste parce qu'on me dit qu'il faut que j'arrête les écrans à 21h, sinon je vais pas dormir. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi, personnellement, tout ce qui est téléphone, Instagram, TikTok, ça m'emballe pas des masses. Je suis pas emballée par le truc. Donc le téléphone, à 21h, je l'arrête. Ça, y a pas de problème. Moi, je m'en contrecarre du téléphone, je le pose et je suis en mode allez, salut. Par contre, la télé, c'est vrai que c'est un peu mon péché mignon, donc j'arrête la télé à 22h et je me laisse une demi-heure pour faire ma petite routine soin du soir, pour lire. Bon, bref, ça, je vous en parlerai dans ce qui a marché pour moi. Mais voilà, arrêter très tôt la télé, donc c'est-à-dire ne pas regarder la télé après 21h, pour moi, c'est un peu trop compliqué. Boire une tisane, alors ça, je comprends pas le concept. Les personnes qui boivent une tisane ou un petit thé avant d'aller dormir, mais moi, je comprends pas. Parce qu'en fait, après, t'as envie de pisser, quoi. C'est super chiant. Tu te lèves, par exemple, tu bois ta petite tisane à 21h30, à 23h, 23h30, t'as envie de pisser. Au milieu de la nuit, tu te lèves parce que t'as envie de pisser. Non, c'est super chiant. Ah, moi, je déteste ce conseil-là. Buvez une petite tisane de camomille. Oh, et t'arrêtes. Ça suffit, non? Non, j'aime pas boire. Vraiment, j'arrête de boire vers 20h, 20h30, 21h max. J'arrête de boire parce que après, j'ai toujours envie de pisser, ça me saoule. Et il y a aussi des personnes qui m'ont dit, bah, pour faire une sorte d'odeur qui est associée au sommeil, tu pourrais peut-être mettre des huiles essentielles sur ton coussin, par exemple, une odeur de lavande, histoire que ton cerveau associe l'odeur au sommeil et se dise ah ok c'est le moment de dormir. Moi personnellement ça ne marche pas étant donné que les odeurs ça m'énerve, ça me donne mal à la tête et en plus je dors sans oreiller. Vous allez me prendre pour une personne extrêmement bizarre mais je dors sur le ventre, déjà c'est pas bien mais bon je m'en fous parce que je dors au moins et je dors sans oreiller, c'est-à-dire vraiment la tête à plat sur le matelas quoi. L'oreiller à chaque fois je le jarte et donc ça demandait toute une organisation, ça demandait de dormir avec l'oreiller donc ça me saoulait, enfin bref pas fait pour moi quoi. Ok, maintenant passons aux solutions qui fonctionnent pour moi. Tout d'abord, arrêtez la médecine, arrêtez tout ce qui est travail vers 19h, 20h vraiment maximum si je suis en retard et que j'ai plein de trucs à faire. 20h max, mais j'essaie de me donner comme deadline 19h. Posez le téléphone à partir aux alentours de 21h, regardez ma petite série jusqu'à 22h et coupez tous les écrans à partir de 22h. Je trouve que c'est un rythme qui semble quand même cohérent. Arrêter les écrans à 22h, c'est pas non plus une tannée, t'es pas en mode oh mon dieu, je peux rien faire de ma vie. Enfin vraiment pour moi, regarder une série, c'est une activité à part entière. Et donc arrêter avant 22h, je me disais mais enfin, je suis vraiment une mamie là. Donc je trouve que 22h c'est un bon équilibre en tout cas pour moi. Faire une petite routine du soir. Alors pas quelque chose de très élaboré parce que encore une fois, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais voilà, faire le petit repas, faire une pointe de ménage parce que moi j'aime pas faire un gros ménage par exemple le dimanche où tu fais 2-3 heures de ménage. Ça m'arrive de temps en temps quand je fais les gros resets entre guillemets, mais j'aime pas vraiment faire des gros ménages. Je préfère faire 20 minutes de ménage par jour et un petit peu tous les jours plutôt que 2 heures le dimanche. Souvent je fais 10 minutes de ménage le midi et 10 minutes de ménage le soir. Voilà, ça me permet de m'apaiser, de ranger, d'organiser et vu que j'ai un environnement rangé, bah, mon cerveau il est tout de suite plus calme. Ça peut paraître bête mais moi ça marche. Discuter. Personnellement je peux discuter avec mon copain parce que je vis avec, mais il y a peut-être des personnes qui vivent seules donc ça peut être discuter tout simplement solo. J'adore faire ça, vous allez me prendre pour une tarée, mais j'adore parler solo. Ah vraiment je me tape mes meilleures discussions. Je suis là, je suis en train de prendre ma douche et je parle solo, je suis en mode ouais nanana, bref, je me dis pas ouais ça va, oui et toi, non, je me dis ah ouais bah ok, bah, je vais penser ça aujourd'hui mais ça m'a un peu vexé, mais machin. Enfin voilà, je fais un petit débrief de la journée en parlant fort. Après si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez parler à des animaux de compagnie. Vous pouvez peut-être faire un fast time ou faire des vocaux avec votre famille, vos amis avant 21h du coup parce que on arrête le téléphone à 21h, attention. Je rigole.
tout doux. Essayez de trouver votre routine, quelque chose qui vous correspond. Alors, là, on rentre dans ma petite routine, vraiment, de 22h à 22h30, ma toute petite routine avant de dormir. Je vais dans la salle de bain, je me lave les dents, je me lave le visage, petite crème du soir, je me brosse les cheveux, vous allez être au courant de toute ma life. Et je prends un comprimé de mélatonine. Vraiment, la mélatonine, c'est ce qui m'a réellement aidé, je pense, à retrouver un sommeil à peu près correct, à peu près convenable. Donc je vous conseille réellement de prendre de la mélatonine. Alors rassurez-vous, ce n'est pas addictogène, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accoutumance, on ne devient pas addict à la mélatonine. Donc ça c'est un gros point positif. Donc voilà, je fais ma petite routine du soir. Éventuellement, voilà, si je suis un petit peu stressée, un petit peu énervée, je vais prendre une petite douche. Souvent je la prends plus tôt dans la soirée, je la prends souvent vers 19h, 19h30 ma douche. Mais si voilà, je suis un peu énervée, je sais pas, et ben je vais pas la prendre à 19h30 et je vais la prendre juste avant de me coucher. Ça me permet un peu de me relaxer, d'être en mode tout va bueno. Juste pour vous prévenir, la mélatonine, il existe différents dosages. Donc elle est vendue en vente libre quand elle est dosée à maximum 1,9 mg parce que du coup à partir de 2 mg, ça devient une prescription médicale. Donc moi j'utilise de la mélatonine 1,9 mg. Donc faut bien regarder derrière le paquet si c'est bien écrit 1,9 parce que c'est la plus forte entre guillemets. Mais sinon si 1,9 ça vous tente pas et vous voulez tenter moins fort, il existe des comprimés à 1 mg de mélatonine. Enfin faut vraiment regarder à l'arrière du paquet et vous allez voir le dosage. Mais sachez que le dosage maximum en vente libre, c'est 1,9 mg, vous n'allez pas trouver plus. Une fois que j'ai fait ma petite routine skincare, je vais dans ma chambre, je mets une toute petite lumière tamisée et j'essaie de lire un livre que j'aime bien. Alors ça aussi c'est compliqué à trouver parce que je suis vraiment pas fan de la lecture, je n'aime pas spécialement la lecture. Cependant, il y a certains petits livres que j'aime bien. Là en ce moment, c'est le livre Les secrets de la femme de ménage, je crois. Vraiment, je l'aime bien. Ça me pose pas un problème de me mettre à lire parce qu'il y a certains livres où je dois me mettre à les lire et du coup, j'ai pas envie, donc je m'oblige et tout ça. Et quand je m'oblige, franchement, je le fais pas. Je suis en mode non, ce livre, je l'aime pas, donc ça sert à rien, je vais pas le lire. Mais quand j'adore le livre, je sais que lire voilà 10-15 minutes avant de dormir, ça m'aide. Donc là en ce moment, je lis voilà Les secrets de la femme de ménage, qui est un très bon petit roman. Donc ça c'est de 22h à 22h30 et à 22h30, voire un peu avant si j'ai fini avant, mais aux alentours, je me lance une vidéo ASMR de 30 minutes. Les ASMRistes que j'écoute, ça peut être ASMR Kali. Je vous l'ai dit tout de suite parce que il y en a plusieurs, il y en a plein que j'aime bien, mais je vous l'ai dit parce que peut-être que vous les connaissez pas. Et attendez, si vous aimez pas la ASMR, j'ai d'autres solutions pour vous. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, j'écoute Alinea ASMR, Maeva ASMR, Sprakly ASMR, j'aime bien aussi. Voilà, bon bref, j'écoute globalement toujours Alinea ou Kali, mais voilà, c'est mon petit délire. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas l'ASMR. Alors, je peux vous proposer des alternatives. Parce que moi, ce que j'aime bien avec l'ASMR, c'est que justement, j'ai un truc dans les oreilles. Et c'est un petit son sonore qui me permet de ne pas réfléchir et de me concentrer juste sur ce que dit la personne. Et ça, je sais que je ne peux pas ne pas le réussir, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de recommencer ou de recompter, par exemple, si j'ai pas réussi à bien compter comme je vous le disais tout à l'heure. Là, j'ai juste à écouter la personne. Et écouter la personne, je sais que je vais y arriver jusqu'au moment où je m'endors. C'est pour ça que j'aime bien la ASMR, je trouve ça relaxant, je trouve ça enveloppant. Personnellement, c'est quelque chose que je valide fois 1000, mais il y a plein de gens qui détestent ça, les petits bruits de bouche et tout ça. Il y a plein de personnes qui détestent. Et donc, du coup, je vais vous donner des alternatives qui peuvent peut-être vous convenir. Il y a tout d'abord les bruits blancs, les bruits d'aspirateur, les bruits de la vaisselle, les bruits de réfrigérateur, les bruits qu'on met souvent quand il y a des bébés dans la pièce et qu'on veut les endormir. Enfin, les bruits qu'on met pour les bébés, ce sont des bruits blancs. Donc ça peut peut-être vous correspondre. Il y a les podcasts. Vous recherchez un podcast sur le sommeil ou alors un podcast qui raconte une histoire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien s'endormir sur des histoires un peu de meurtre, d'abandon, des trucs un peu que moi j'adore. Je mets toujours des guillemets quand je dis ça parce que c'est un peu bizarre quand je dis ça. Mais je trouve ça intéressant de regarder ce type de contenu. Mais je regarde ça la journée. Le soir aussi, mais pas avant de me coucher, quoi. Ou alors les bruits naturels. Les bruits de pluie, les bruits de vent, ou les bruits de bois. Je sais pas, n'importe quoi. Enfin bref, quelque chose qui vous plaît et qui permet à votre esprit de se concentrer dessus sans avoir à réfléchir. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que je peux me concentrer sur la SMR sans avoir à réfléchir à quelque chose. Alors que dans la méthode où je compte les moutons et tout ça, je dois réfléchir et là, j'aime beaucoup moins. Bien sûr, à chaque fois, je pose l'écran de mon téléphone là où il y a la luminosité sur la table de chevet, donc je ne regarde jamais le contenu. J'écoute juste parce que regarder, pour moi, ça me réveille, ça ne m'aide pas en fait. J'essaie d'avoir une heure de lever et une heure de coucher plutôt fixe, donc plus ou moins à une heure de décalage. Globalement, je me couche entre 22h et 23h et je me lève entre 7h et 8h. Auparavant, je mettais donc 3 heures à m'endormir, je m'endormais pas avant 1h, 2h du matin, voire pire. Maintenant, je pense m'endormir vers 23h30. Soit moins d'une heure d'endormissement grâce à cette petite routine, donc je pense que ça marche. Je dis pas que c'est incroyable, que c'est mirobolant et que ça marche en claquant des doigts, mais en tout cas sur moi ça a marché. Pour finir ce petit podcast, j'aimerais quand même aborder les limites. On dirait vraiment que j'ai fait une dissertation
dissertation de lycée. Quand j'étais au lycée, que je faisais des dissertations, il y avait vraiment un plan avec une intro, une conclusion, un développement avec les oui, les non et la nuance. Et ben c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de nuancer mes propos. Donc les limites de cette routine. Je trouve que c'est pas applicable tous les soirs. Par exemple, quand on est en soirée, quand on est avec des amis, quand on est au bar, quand on va au resto, quand on va au cinéma, n'importe quoi, c'est pas applicable tous les soirs. Du coup, je trouve que c'est bien de se donner des objectifs à la semaine. Par exemple, moi je me dis, ok, cette semaine, j'aimerais bien tenir ma routine 4 à 5 nuits par semaine. Et il y a 2 nuits où si je la tiens pas parfaitement, ou si je suis avec des potes, ou si je me couche un peu plus tard, et bah c'est pas très grave. Mais voilà, c'est quand même important de le savoir, c'est difficilement applicable tous les soirs. On va pas tous les soirs, par exemple quand on est chez quelqu'un, on sait que notre heure de coucher est à 22h, on va pas dire au milieu du repas, oh bon bah salut, moi je m'en vais, mon heure de coucher à 22h, faut que je me casse, ciao, parce que sinon après ma routine elle est cassée. Je trouve que c'est pas vraiment applicable. Ça demande aussi une forte implication. Parfois j'ai quand même l'impression d'être une mamie, parce qu'il y a toute une routine, on se lave les dents, on prend le soin du visage, on prend la mélatonine, on va lire la petite histoire, hop, on repart se faire un petit pipi, hop, on écoute la SMR, nanana. C'est très ritualisé. Et parfois j'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère. Donc il y a des semaines où il y a des sortes de rechutes, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire des semaines où je dors moins bien, où il y a un plus d'imprévu, où la routine est difficilement applicable, où je suis moins dans le mood, où je suis plus irritée, où je sais pas, et j'ai du mal à m'endormir, j'ai du mal à faire la routine, ça me fait chier. Et donc il y a des semaines où voilà, il y a des rechutes et il y a des semaines où ça va moins bien, où je dors moins bien, et c'est important de le savoir parce que la routine n'apporte pas une solution à tous les problèmes. Et donc parfois il y a des semaines, il y a des soirs, on va moins bien dormir, et c'est pas parce qu'on a une mauvaise routine, c'est juste parce que là mentalement ça va pas, on dort moins bien tout simplement parce que ça va pas. Autre limite, c'est que cette routine peut être totalement déréglée à cause des grasses mat. Personnellement, j'adore faire les grasses mat le samedi matin ou le dimanche matin, voilà, où je me lève à 9-10 heures. Personnellement, j'adore faire ça. Mais si je fais ça, et ben le soir, je vais mettre plus de temps à m'endormir. Le lendemain matin, quand je vais me réveiller, je vais être plus fatiguée. Enfin bref, ça dérègle un petit peu la routine qu'on met en place. Pour autant, je n'ai pas envie de m'empêcher de faire des grasses mat. Mais voilà, il faut savoir que quand on fait une grasse mat, quand on dérègle un peu cette routine et ces heures de coucher et de lever qui sont un peu fixes, bah forcément, ça va avoir un impact sur le sommeil. Donc c'est important d'en avoir conscience et de pas se dire, oh bah putain, je comprends pas, cette routine elle marche pas. C'est peut-être pas que la routine marche pas, c'est peut-être que du coup, si vous êtes vraiment irrégulier dans vos heures de coucher et de lever, et ben du coup c'est vrai que la routine va pas être adaptée étant donné qu'il n'y a pas de routine vu que vous n'êtes pas entre guillemets précis sur vos heures de coucher et de lever. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne remplace pas une bonne routine de sommeil, ça ne remplace pas une prise en charge psychologique pour gérer les anxiétés ou certains troubles. Je sais que moi je suis quelqu'un d'assez anxieuse depuis que je suis en médecine parce qu'avant je ne l'étais pas spécialement. Je ressens du stress et une anxiété que je ne ressentais pas avant. Et donc, mettre en place une prise en charge psychologique, je trouve que ça peut donner des outils pour gérer son anxiété et ça peut aussi donner des outils du coup pour gérer son sommeil parce que si on gère son anxiété, on gère par définition son sommeil. Et il est important de noter que les résultats ne sont pas immédiats. Il peut y avoir un délai selon les personnes de 2 à 6 semaines, le temps que la routine se mette en place et ça dépend aussi de la durée de votre insomnie. Entre guillemets, si ça fait 3 jours que vous dormez moins bien ou si ça fait 3 ans que vous dormez moins bien, forcément les résultats vont pas arriver en même temps. Il va y avoir un délai plus long si ça fait 3 ans que vous dormez mal que si ça fait 3 jours. Ça paraît logique. J'ai eu vraiment 6 mois de grosses difficultés avec le sommeil et la routine a commencé à agir, je pense, au bout d'une semaine où j'ai vu une certaine amélioration. Bien entendu, je me sens obligée de préciser, même si je l'ai précisé au début, une routine parfaite ne peut pas corriger l'apnée du sommeil, les reflux gastro-œsophagiens importants, les douleurs chroniques, les troubles hormonaux ou certains troubles anxieux qui sont sévères. Donc si la cause est médicale, seule une prise en charge adaptée peut résoudre le problème. Donc je vous conseille vivement d'aller voir votre médecin généraliste et éventuellement de prendre un rendez-vous chez un ou une psychologue. Et bien entendu, je me dois de le souligner, une routine trop stricte peut être contre-productive. Le sommeil doit quand même rester quelque chose de naturel ou par exemple, s'il y a un soir où vous sentez que vous commencez à vous endormir à 21h30, allez vous coucher, vous vous dites pas mais non ma routine machin, si c'est 21h30, c'est 21h30 et s'il y a un soir à 22h30 vous pétez la forme, ça sert à rien de vous forcer non plus. Ça doit rester quand même quelque chose de naturel, ça ne doit pas devenir quelque chose de militaire. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de tout ce qui touche au sommeil, les causes, les conséquences, ce qui a marché pour moi ainsi que ce qui n'a pas marché et surtout les limites d'une routine car je trouve que c'est important d'en avoir conscience. Parce que oui, il faut souligner que le sommeil, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle parfaitement. On peut améliorer beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout maîtriser. Ce que je retiens de mon expérience, c'est que rien n'est magique. Il y a des périodes où ça va super bien et d'autres où ça se dérègle complètement. Et c'est normal. L'objectif,
L'objectif, ce n'est pas d'avoir des nuits parfaites, mais de trouver ce qui nous aide réellement, nous, à nous sentir mieux au quotidien. Ma routine n'est pas parfaite, elle n'est pas applicable tous les soirs et parfois j'ai des rechutes, comme tout le monde. Mais globalement, elle m'a permis de retrouver un sommeil plus stable, plus serein et surtout une meilleure qualité de vie. Notamment au niveau des cours de médecine où j'arrive à être un petit peu plus concentrée. Si certaines de mes astuces peuvent vous aider, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Le sommeil, c'est vraiment du sur-mesure, donc je vous conseille de vous renseigner. Il y a plein de podcasts sur le sommeil, il y a plein de vidéos YouTube qui parlent de sommeil, qui ont peut-être d'autres astuces que les miennes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour trouver ce qui vous correspond. Et évidemment, si vos troubles persistent, si vous sentez que ça déborde sur votre santé mentale, votre concentration, votre humeur, n'attendez pas pour en parler à un professionnel. Parfois, un soutien psy, un avis médical ou un simple réajustement peuvent faire toute la différence. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, de vos nuits, et on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!